encore vu une masterclass cette semaine. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, a de nouveau pris la parole lors d'une interview accordée à la presse internationale. Plus qu'un simple bilan, ce fut un véritable manifeste de rupture. D'un ton ferme, souvent imagé, le chef de l'État a balayé les schémas classiques. Il a enterré le modèle économique démocratique occidental, réaffirmé une souveraineté sans concession et tracé les contours d'une économie de guerre qui se veut résiliente. Si vous ne nous respectez pas, on vous met de côté, le message est clair, mais quelles en sont les implications concrètes pour les citoyens burkinabés et pour l'avenir du Sahel et de l'Afrique? Analyse critique de cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré par un homme de connaissance, un métaphysicien, mais également très averti des sujets politiques, Elmancio Godson. Monsieur Godson, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir aujourd'hui au plateau. Très heureux de vous avoir également, de vous revoir, Monsieur Gilles, et de revoir également les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, disons la télé que j'affectionne, d'ailleurs particulièrement. Et quand je suis certaines émissions, je ne manque pas de revenir à toi pour te dire félicitations. Je pense que je vous encourage, j'encourage donc les responsables de la télévision à présenter cette image d'une nouvelle télé qui donne les informations, disons, de façon avérée. On en a besoin en Afrique. Merci, Elmancio Godson. Les téléspectateurs ont sans doute compris que l'homme qui ne bouge pas a bougé aujourd'hui. Son Excellence Sogoyou Kegewe. Alors, Burkina Faso, les 4 vérités d'Ibrahim Traoré à la presse internationale, c'est le sujet. Et vous êtes conviés à apprécier cette sortie avec nous, plus 228 87 08 43 43 pour nous écrire via WhatsApp. Vous pouvez également commenter cette émission sur les réseaux sociaux qui nous relaient en direct, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Enfin, j'ai voulu dire excellence, vous ne le méritez pas moins. Elmancio Godson, les uns considèrent Ibrahim Traoré comme un putschiste, un dictateur. Aux yeux d'autres, c'est un visionnaire, un messie même, hein. Président du FASO, chef de l'État, ça c'est sûr, mais peut-être aussi roi mage. Qui est-il, Ibrahim Traoré? Bien, je pense, à mon humble avis, aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique a besoin d'une métaphysique africaine. Vous savez, il faut toujours des personnes de transcendance qui tracent la vision des choses à venir. Et toutes les grandes civilisations ont eu des hommes visionnaires, des métaphysiciens qui ont reformulé les concepts essentiels disons, de l'humanité ou d'un peuple pour pouvoir orienter à nouveau ce peuple vers des valeurs les plus essentielles. Et en tant que métaphysicien africain, je le précise, je ne fais pas la même lecture de la personnalité de M. Ibrahim Traoré, comme tous les autres. Il faut dire qu'en tant que spirituel, j'ai fait une étude personnelle sur la personne de M. Ibrahim Traoré et sur beaucoup d'autres chefs d'État. D'ailleurs, j'en ai parlé par rapport à Assimi Goïta également. Il y a dans l'univers ce qu'on appelle au Bénin le principe de Djoto. Le principe de Djoto, ça se passe aussi bien dans une famille que sur un continent ou dans un peuple. Il existe des lignes énergétiques qui permettent l'incarnation de façon révolutionnaire, de façon cyclique, cyclologie, d'un certain nombre de personnalités. Ces personnalités peuvent être des réincarnations de personnalités connues ou tout simplement surfer sur des lignes spirituelles qu'on appelle les lignes d'incarnation de ces personnalités et incarner la vision de ces personnalités. On parle en ce moment de Djoto, c'est-à-dire la ligne d'énergie d'une personne qui est connectée à une autre personnalité du passé et dont il en incarne une certaine forme d'esprit et naturellement, disons, de pouvoir.
Ibrahim Traoré, le camarade, le chef de l'État, je me permets de l'appeler comme je le souhaite avec tout le respect, représente une personnalité qui incarne cette ligne d'énergie, une ligne très importante, parce qu'il vient aujourd'hui avec une forme de révolution identitaire, il faut commencer par là d'abord, une forme de recompréhension de ce que nous sommes et de ce que nous sommes appelés à faire dans toute notre dignité en tant qu'Africains. Il faut apprendre à analyser l'esprit des gens et non seulement leur personnalité physique. Et quand je l'entends parler, même s'il n'arrive pas à tout exprimer, au-delà de ce qu'il dit, il y a l'impensé de ce qu'il pense et de ce qu'il dit, on sent une personne qui a envie d'amener les Africains à une autre réalité, autre que celle connue de par le passé, à couper les ponts avec un passé qui nous a totalement conditionnés, qui nous a bluffés et lobotomisés, et nous replanter dans un autre schéma qui n'est pas encore connu. Un autre schéma qui serait, pour moi, effectivement compréhensible quand nous comprenons dans le paradigme africain de ce thème qu'il a d'ailleurs utilisé, à savoir l'albinos noir, qui est un élément important de compréhension. Donc pour moi, il incarne cette ligne d'énergie d'une personnalité dans sa réincarnation qui synthétise l'ensemble des luttes africaines, l'ensemble des valeurs africaines, l'ensemble d'un changement imminent qui doit se faire dans un autre contexte paradigmatique. Et le travail ne sera pas facile pour lui. La tâche sera très difficile parce qu'il est toujours très difficile de faire les choses à partir des racines. Vu que les gens sont déjà pratiquement habitués à collecter des fruits et ne veulent pas se départir des fruits pour repartir à zéro, pour repartir à neuf à partir des racines, cela devient difficile de conduire les gens qui ne font pas cette refonte identitaire. Mais j'ose croire qu'avec l'ère du Verseau, l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et avec l'apport de nous et d'autres personnes, je salue une combattante de valeur, il s'agit donc de Nathalie Yam, que j'apprécie d'ailleurs, et de Yamsi. Ce sont des personnalités autres, d'autres personnes, qui viennent créer une architecture dynamique capable de faire comprendre ce que Ibrahim Traoré, comme d'autres chefs d'État d'ailleurs, essaie de faire pour pouvoir rendre cela tangible, compréhensible, admise, afin qu'on puisse chevaucher avec lui, pour qu'il n'y ait pas d'écart entre lui et le peuple, parce que c'est cet écart qui crée une fissure et les autres rentrent dedans pour pouvoir nous diviser. Et d'ailleurs, j'ai suivi l'interview à lui accordée à vous et j'ai trouvé cela, c'est vrai, c'est un masterclass, mais je pense plutôt que pour moi, le président Ibrahim Traoré, au-delà d'être président de la République, il veut démontrer qu'il est un être humain. Et ça, très peu de présidents en Afrique prennent cette voie. On voit un président comme quelqu'un d'autre. À la limite, même on lui enlève même le statut d'être humain. Et lui-même, il fait tout avec le pouvoir à démontrer qu'il n'est pas un être humain. Et c'est ce qui fausse le pouvoir, parce que la bêtise des hommes politiques, c'est de penser qu'ils possèdent le pouvoir, qu'ils ont le pouvoir. On peut considérer cela comme un dysfonctionnement intellectuel. Personne ne possède le pouvoir. Le pouvoir ne peut pas être possédé. La métaphysique dit qu'on ne peut pas posséder le pouvoir. Le pouvoir peut te faire croire que tu l'as possédé jusqu'au moment où le pouvoir te démontre que tu ne l'as jamais possédé. Le pouvoir veut te permettre de réaliser une chose. Est-ce que malgré le pouvoir, malgré la puissance, malgré toute la force dont tu disposes, est-ce que tu es encore capable d'être un être humain? Et c'est ça ce que Ibrahim Traoré tente d'expliquer. Il n'est pas seulement un président de la République, il n'est pas militaire, il n'est pas seulement un chef d'État putschiste. Je laisse ça aux idiots occidentaux. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que je vois en lui
une personnalité qui veut démontrer au monde que pour la première fois, on peut être plus qu'un président, on peut être plus qu'un militaire. Il veut être un être humain. Et ça, c'est important. Donc clairement pour vous, Ibrahim Traoré est en mission, en train de faire les fouilles pour poser les fondations d'une nouvelle identité africaine. Mais est-ce que Thomas Sankara n'a pas déjà fait ce travail? Oui, c'est toujours une erreur de penser que quelqu'un l'a déjà fait. Si quelqu'un l'avait déjà fait, on ne serait pas en train de vouloir le faire. Il faut dire que ces fondations, elles existent toujours, elles ont toujours existé. Mais la question n'est pas de savoir est-ce qu'elles existent, mais est-ce que nous avons aujourd'hui, disons, la structure qui permette de s'approprier ces fondations. Est-ce que vous voyez? Si vous regardez aujourd'hui les mouvements panafricanistes ou tout autre mouvement comme le kémitisme ou tout autre mouvement africain, ce sont des gens qui prônent un ensemble de valeurs depuis très longtemps. Et pourtant, ce sont des choses qui restent à confirmer dans la pratique. Où se trouve le bug? À quel moment est-ce que ces choses doivent devenir concrètes pour nous? Donc je pense qu'il faut dire que nous tous, nous sommes dans un processus. Thomas Sankara était dans un processus. Ibrahim Traoré est dans un processus que nous accompagnons. Et à un moment donné, nous atteindrons le point final. Et ce point final sera le point de bascule. Et les choses vont irrémédiablement se transformer. Ça peut être avec lui, ça peut être après lui. Toujours est-il qu'il est l'exemple de chaque Africain de ce qu'il doit déterminer être important pour lui en tant qu'Africain, du combat qu'il doit mener au niveau personnel, au niveau intrapersonnel, interpersonnel. Je pense qu'il est l'exemple de ce que nous devons revoir dans notre propre logiciel africain. Et ça, je lui en suis vraiment reconnaissant. Je pense que ces prises de parole m'émerveillent à chaque fois parce que je trouve une personne qui veut démontrer que la vérité aujourd'hui doit être dite et donner la force aux jeunes de pouvoir reconnaître la vérité, la valeur, la dignité. Mais ça peut prendre du temps, mais ça va venir. L'interview a d'ailleurs commencé avec la déclinaison de sa vision, ce qui pense être sa vision à proposer au peuple burkinabé. Quels sont les éléments essentiels que vous trouvez dans cette vision? C'est très intéressant. J'ai vraiment aimé cette question de la journaliste qu'il a posée d'ailleurs. Il a répondu souveraineté, indépendance totale. Je vais vous expliquer un peu ce que le président Ibrahim Traoré tente d'expliquer pour que tout le monde comprenne bien. Nous tous, et ça, je suis toujours dans son esprit à lui, nous tous, nous avons, disons, une tendance à comprendre les réalités africaines avec un logiciel préfabriqué qui est un logiciel occidental. C'est ça qu'il dit. En fait, on se considère peut-être nous-mêmes comme des sous-hommes parce qu'on a reçu une éducation occidentale, on a été à l'Occident, enfin à l'école de l'Occident, et on a évolué avec ça. Et c'est difficile aux gens de pouvoir aujourd'hui se projeter dans une dimension complètement différente, qui n'existe pas, quelque chose qui n'a pas été encore fait. Alors, quand il parle de souveraineté, je vais vous dire, moi, je comprends la souveraineté dans le paradigme africain. Qu'est-ce que la souveraineté? La souveraineté, c'est l'expression de notre identité fondamentale. La souveraineté n'est pas politique. Cela fait partie de l'expression de l'identité fondamentale d'un peuple. À partir du moment où un peuple reconnaît son identité fondamentale comme étant son premier devoir et son premier droit, ce peuple ne peut que réclamer une seule chose, la souveraineté. Vous savez, quand un roi est souverain, il n'est pas souverain en dehors de son identité fondamentale. Alors, aujourd'hui, cet aspect est, disons, éludé. Parce que personne ne se pose la bonne question de savoir qu'est-ce qui fait qu'un peuple a une identité fondamentale. La question pourrait être, pourquoi l'eau est l'eau? Pourquoi l'identité fondamentale est-elle une identité fondamentale? Et pourquoi, selon Ibrahim Traoré, on ne peut pas se développer en dehors de son identité fondamentale?
simplement parce que toute forme de développement en dehors de son identité n'est plus du développement, puisque le développement part forcément de notre identité. Mais toute forme de développement en dehors de son identité, c'est de l'enveloppement, c'est de la fausse démocratie, c'est de la démocratie imposée. C'est ce que j'appelle l'impérialisme identitaire. C'est-à-dire que votre identité vous a été enlevée, blacklistée, et une autre identité vous a été imposée, c'est de l'impérialisme identitaire. Alors, laissez-moi vous expliquer d'abord quel est le principe premier de l'identité fondamentale d'un peuple. Parce qu'il faut bien comprendre là où nous sommes en train d'aller. En fait, il y a une formule, une équation, une phrase qui est connue dans l'Égypte antique pour clamer l'identité fondamentale d'un peuple. Je vous la donne. L'identité fondamentale d'un peuple, c'est la victoire de l'esprit supérieur de ce peuple et de son identité sur les forces du chaos. Je répète, l'identité fondamentale d'un peuple, c'est la victoire de l'esprit supérieur de ce peuple sur les forces du chaos. Un peuple n'existe durablement que parce que ce peuple s'est constitué. Ce peuple a vaincu ce qu'on appelle les forces du chaos pour se constituer en tant que peuple. On dit alors que l'identité n'est pas simplement un concept. L'erreur chez les Occidentaux, c'est de considérer un concept comme un concept. En Afrique, dans notre paradigme, un concept n'est pas un concept. Au-delà du concept, le principe dit tout existant préexiste à sa propre existence. Ce qui fait qu'au-delà d'un concept, il y a une dimension spirituelle de ce concept. C'est l'origine même des hiéroglyphes, des médunitaires. C'est-à-dire que pour l'Égyptien, un mot possède une dimension spirituelle et sert de vecteur pour créer dans la matière. Ce qui fait que nous sommes beaucoup plus une tradition orale. Parce que pour nous, la parole est non seulement spirituelle, mais elle est pratique. Elle est plus qu'un contrat qui est signé. Parce qu'en Afrique, au-delà des concepts se trouve une dimension spirituelle des choses. Donc pour l'Égyptien antique, l'identité d'un peuple n'est pas seulement un concept, c'est la divinité de ce peuple. Et on l'appelle Horus l'Ancien, c'est la divinité de ce peuple-là. Donc à partir du moment où un peuple renonce à son identité fondamentale, à partir du moment où on amène un peuple à commettre l'identicide, le meurtre de l'identité, ça veut dire que ce peuple est vaincu dans son esprit. Sa divinité tutélaire, sa divinité victorieuse, comme le disaient les Égyptiens, Horus a toujours vaincu Seth pour manifester la victoire de l'ordre sur le chaos. Alors, l'esprit de ce peuple, la divinité fondamentale de ce peuple est vaincue et est remplacée par une autre identité qui n'est pas seulement une identité, mais qui est en fait une autre divinité, un autre esprit supérieur qui vient supérioriser la vie de l'individu. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment, l'individu ne peut plus agir de façon autonome. Un esprit usurpateur. Il y a un esprit usurpateur qui l'a gangréné. Ces réflexions qui sont en fait un flux d'informations vibratoires et disons fréquentielles, même sa réflexion est faussée. Parce qu'il ne réfléchit plus à partir de son identité fondamentale, mais il réfléchit à partir d'une identité pseudo qui devient son identité et il fonctionne avec cela. Qu'est-ce que vous aviez expliqué entre-temps avec le concept de l'aliénation? Exactement, c'est ce qu'on appelle l'aliénation identitaire. Aujourd'hui, la majorité des Africains souffrent de cette maladie congénitale d'identicide ou l'identicité, qui est donc une forme d'aliénation identitaire qui pose problème. Donc on réfléchit, on pense occidental, on réfléchit dans un paradigme qui n'est pas le nôtre. Donc la révolution de Ibrahim Traoré est fondamentalement une révolution identitaire. Parce que si cette révolution n'existe pas,
nos actes ne correspondront pas de façon digne à qui nous sommes vraiment. Donc ce qui importe, c'est qui nous sommes vraiment. Parce que c'est qui nous sommes qui agit, c'est qui nous sommes qui possède, c'est qui nous sommes qui voit. Mais ce qui nous sommes, qui est la révélation de notre identité fondamentale, n'est pas enseigné, n'est pas promu, n'est pas promulgué. Qui fait la démocratie? C'est l'identité fondamentale. Qui fait l'économie? C'est l'identité fondamentale. Qui fait la société? C'est l'identité fondamentale. Je ne peux pas appliquer une démocratie à l'occidental. Cela veut dire que j'admets que je n'ai pas d'identité fondamentale et que je prends une autre identité pour en faire mienne. Mais à partir du moment où je vois le concept de démocratie et que je rentre dans ce concept, mais à partir de mon identité fondamentale, ça devient l'identité fondamentale de la démocratie, de mon identité fondamentale. En ce moment, je comprends mieux et j'applique la démocratie dans mon paradigme identitaire à moi. Justement, cette affaire de démocratie, il en a parlé et sous certains cieux, il est très critiqué parce qu'il a dit qu'il ne veut pas de cette démocratie. Je vais vous demander de nous éclairer davantage sur ce concept. Je demande à la régie de nous faire passer un petit extrait de l'interview du président burkinabé Ibrahim Traoré sur ce concept de démocratie. Nous revenons pour le débat. La démocratie tue. C'est ça la démocratie, c'est ce qu'on veut. Regardez la Libye, c'est un exemple à côté de nous. Ils vivaient en paix, non? Ils vivaient en paix, l'eau était gratuite, il y avait tellement de choses gratuites. Quand les gens se mariaient, ils avaient déjà des primes sociales et tout. Mais aujourd'hui, démocratie, partout où ils veulent installer la démocratie dans le monde, c'est dans le sang. Que Dieu nous épargne de cette démocratie. Nous avons notre modèle. On ne cherche même pas à ressembler à quelqu'un. Nous sommes venus pour changer carrément la manière de fonctionner, mais surtout les mentalités, pour que les gens ouvrent les yeux, voient le monde et que plus jamais on tombe. La démocratie tue. C'est ça la démocratie, c'est ce qu'on veut. Regardez la Libye, c'est un exemple à côté de nous. Ils vivaient en paix, non? Ils vivaient en paix, l'eau était gratuite, il y avait tellement de choses gratuites. Quand les gens se mariaient, ils avaient déjà des primes sociales et tout. Mais aujourd'hui, les Libyens, il y en a qui se promènent avec des bidons pour chercher l'eau un peu partout. Regardez la misère qu'il y a. Combien de centaines de milliers d'enfants sont morts. C'est ça la démocratie. Partout où ils veulent installer la démocratie dans le monde, c'est dans le sang. Que Dieu nous épargne de cette démocratie. Nous avons notre modèle. On ne cherche même pas à ressembler à quelqu'un. Nous sommes venus pour changer carrément la manière de fonctionner, mais surtout les mentalités, pour que les gens ouvrent les yeux, voient le monde et que plus jamais on tombe dans ces travers-là. Les gens sont là, la démocratie, c'est de l'esclavage. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré sur la démocratie, il n'en veut pas. Il est très critiqué sous certains cieux. Que dites-vous à ceux qui ne comprennent pas ce qu'il a dit? Bon, je vais replanter le décor. Le président Ibrahim Traoré n'a pas dit qu'il ne veut pas de la démocratie de façon générale, mais il précise bien qu'il ne veut pas de cette forme de démocratie impérialisée. Il faut bien le préciser. Prenons aujourd'hui les États-Unis. Comment peut-on être à la fois un pays démocratique et impérialiste? Il y a une contradiction. On est à la fois démocratique, mais on est impérialiste. C'est du jamais vu. Et cette attitude que les Occidentaux ont provient de leur spiritualité. Lorsque vous prenez leur Dieu, il dit « Tu ne tueras point, mais lui, il tue. Tu ne voleras point, mais lui, il vole. » En fait, il est tout le contraire des lois que lui-même, il propose. Et donc, ce n'est pas étonnant de voir ces enfants, ces ouailles, ceux qui ont hérité de cette spiritualité, en ajout Israël, se comporter exactement de la même manière. Les lois, tant que ça nous arrange, on y va avec. Mais si ça ne nous arrange pas, nous, on ne les respecte pas. Mais vous, vous avez le droit de le respecter.
Et vous voyez, c'est incroyable. On peut capturer le président Maduro, personne n'a rien à dire, il est en fonction. Est-ce que c'est de la démocratie? Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment que nous repensions à la démocratie, qu'on arrête de consommer la démocratie, qu'on développe notre démocratie à partir de notre paradigme identitaire. Parce que dans notre identité fondamentale, nous avons des valeurs. Parler de démocratie, c'est parler d'un ensemble de valeurs. Alors, si je veux créer ma démocratie, si je veux comprendre la démocratie, je vais d'abord, dans mon paradigme identitaire, je vois qui je suis, les fonctions identitaires de ma nature, et je pratique la démocratie à partir de mon identité fondamentale. Mais si je vais dans une autre forme de démocratie, qui est déjà de l'impérialisme, parce que c'est antinomique d'imposer la démocratie. Vous voyez? C'est-à-dire que la démocratie, c'est, disons, le pouvoir du peuple par le peuple, etc. Mais c'est antinomique de dire on va libérer le peuple iranien de la dictature. C'est-à-dire on veut imposer la démocratie. C'est contre-démocratique. Et si vous le dites, on dit que vous n'êtes pas dans la démocratie. Ça revient à ce que je disais. Ces gens, les lois sont faites pour les autres, mais les lois ne sont pas faites pour eux. À partir du moment où les lois ne les arrangent pas, ils peuvent les violer. Mais si vous les violez, ils doivent vous faire la guerre. Et ils ont le droit de vous faire la guerre. Et attention, s'ils vous font la guerre, je vous en supplie, ne ripostez pas. Parce que si vous ripostez, alors vous êtes considéré comme un État paria. Donc, exemple, l'Iran n'a pas le droit de riposter, mais Israël a le droit de bombarder l'Iran. Vous voyez, c'est toute cette idéologie que Ibrahim Traoré considère comme un virus qui gangrène l'esprit des jeunes, l'esprit de nos chefs d'État et qui empêche la réflexion profonde identitaire par laquelle chaque Africain doit se réveiller. On ne se réveille pas en dehors de son identité, on se réveille à travers son identité. On ne saute pas par-dessus son ombre. Ce n'est pas possible. Donc pour moi, et je le répète, et j'ajoute, cette démocratie tueuse, cette démocratie qui tue, cette démocratie, en fait, nous n'en voulons pas en Afrique. Moi, je n'en veux pas. Et j'ai fait une émission entre-temps sur la chaîne YouTube et j'ai précisé quelque chose. J'ai dit, les 3 chefs d'État qui ont fait les coups d'État n'ont pas fait des coups d'État à leur État. Il faut bien faire la différence. Ils ont fait un coup d'État à un système impérialiste qui utilise ce que le système impérialiste utilise pour pouvoir exister, subsister, pérenniser sa nature, le terrorisme. Il ne peut pas y exister d'impérialisme sans terrorisme, car l'impérialisme suppose la création des conflits de basse intensité pour maintenir les gens dans des rivalités continues afin de profiter, mettre en place une idéologie pour pouvoir aller puiser leurs ressources. Pour dire, nous, on est les sauveurs. Pourtant, c'est eux qui allument le feu de façon indirecte et qui viennent. Et donc, à partir de ce moment, il faut comprendre que c'est tout un système, en fait. Donc, les 3 chefs d'État de l'AES, et moi, j'ai toujours dit, je suis AES, personne ne me l'enlèvera, c'est ma décision. Les 3 chefs d'État de l'AES n'ont pas fait des coups d'État à leur pays. Ils ont fait des coups d'État à un système. Parce que leur pays a été gangréné ou ont été gangrénés par un système impérialiste qui fait la loi par le terrorisme, qui sont achetés pour déstabiliser et détruire ce que nous avions de valeur. Ils ont fait des coups d'État. Et pour ça, leurs coups d'État, pour moi, je les ai totalement applaudis. Parce qu'ils ont fait des coups d'État à la France-Afrique. Ils ont fait des coups d'État à une idéologie impérialiste. Ils ont fait des coups d'État à une corruption identitaire, à une compromission identitaire que nous devons absolument rejeter. Donc pour moi, cette démocratie, on n'en veut pas. Nous voulons une démocratie qui vienne de nous. Je vous dis une chose que j'ai suivie dans ce que le président a dit. Il y a une question qui lui a été posée par un journaliste qui dit
et les droits de l'homme. Exactement, sur les accusations de droits de l'homme. Oui, il a exactement. Ouais. Et les droits de l'homme, parce que, vous savez, les impérialistes, ce qui les intéresse, ce ne sont pas les valeurs. Ce qui les intéresse, c'est la mise en place d'une idéologie basée sur un raisonnement de suprémacisme. Ils partent du principe qu'ils ont raison et que c'est à eux le droit d'avoir raison, pas toi. Donc tout ce qui va en découler, tu ne peux pas avoir raison. Ça n'arrivera pas. Et donc, quand la question lui a été posée, il a répondu de façon Métaphysique. métaphysique. Merci de me passer le mot. Merci beaucoup. De façon métaphysique, de façon transcendantale. Il a dit, avant les droits de l'homme, il y a le droit à la vie. Oui, on oublie ça. Le droit à la vie. Si nous n'avons pas le droit à la vie, comment pourrions-nous parler de droits de l'homme? Vous ne respectez pas nos vies. Entre une vie américaine et une vie burkinabé, quelle est la valeur? Vous n'avez jamais fait cette équation? Du point de vue des Américains, une vie américaine est-elle égale à une vie burkinabé? Du point de vue des impérialistes, une vie française est-elle égale à une vie malienne? C'est exactement là l'utopie. Ils n'ont jamais considéré que les vies se valent. Et pour cette raison, le président dit oui, nous on avait les droits de l'homme depuis. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que les droits de l'homme existaient déjà en Égypte et existaient dans une maison en Égypte antique qu'on appelle Perouanque, c'est-à-dire la maison de la vie. C'est la maison de la vie qui érigeait les droits de l'homme, parce qu'il faut les droits de la vie, il faut le droit à la vie pour parler de droits de l'homme. Donc, défendre le droit à la vie est primordial, parce que les droits de l'homme sont manipulés aujourd'hui. Donc, je m'inscris totalement dans le droit de la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, un Burkinabé a le droit de vivre? Oui. Est-ce que si aujourd'hui, on estime qu'un Burkinabé a le droit de vivre et que le terrorisme qui a été initié, acheté, vendu et promulgué porte atteinte à la vie d'un Burkinabé, tout comme cela pourrait porter atteinte à la vie d'un Français, d'un Américain, est-ce qu'aujourd'hui, les Américains, les Français, les autres se lèvent pour dire « éradiquons le terrorisme » Non. Donc aujourd'hui, on n'est plus vraiment en face de droits de l'homme, mais on est en face de droits de la vie. Si vous ne pouvez pas comprendre que toutes les vies se valent, alors les droits de l'homme, vous ne les comprendrez pas. En Afrique, toutes les vies se valent chez nous. Mais chez eux, nous sommes morts pour eux. Nos parents sont morts pour eux. Mais quel en est le retour? Ils nous ont mis en esclavage pendant des siècles. Et ils ne respectent même pas nos mémoires. Parce que la dignité d'un peuple, c'est le respect de son identité. Puis son identité est son principe de vie fondamental. Donc, la dignité, c'est le droit qu'a un peuple, c'est le devoir qu'a un peuple et son droit de se reconnaître dans son identité fondamentale. C'est ça la dignité d'un peuple. Et si vous ne pouvez pas nous respecter, si vous allez nous indignifier, alors nous allons vous rendre l'appareil. Parce que nous savons très bien le faire. Et je pense que c'est cette attitude qui permet aux belliqueux de se ranger dans leur terroir. Parce que ce sont des personnes dont la nature, il ne faut plus dire qu'ils appliquent le double standard. Non, ce n'est pas qu'ils appliquent un double standard, c'est leur nature. Les Occidentaux et les impérialistes sont des personnes à la langue fourchue. Lorsque vous voulez discuter avec eux, vous devez toujours avoir un couteau dans le dos. Parce qu'ils ne seront jamais francs avec vous. Ils ne seront jamais honnêtes avec vous. C'est dans leur nature. Ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais l'histoire l'a démontré. L'histoire le démontrera. Si l'Africain leur tourne le dos, ils vont vous poignarder.
Vous devez prendre en considération le fait que c'est dans leur nature d'agir ainsi à notre endroit et de ne pas espérer d'eux quelque magnanimité que ce soit, quelle compréhension, quelle humanité que ce soit. N'oubliez pas l'histoire. Ils étaient des sauvages. Lorsqu'ils étaient allés en Égypte, c'est nous qui les avons civilisés. Et par conséquent, l'histoire était tue, mais elle est là. C'est nous qui les avons civilisés. Ils ne peuvent pas dire le contraire. C'est dans les tests historiques. Donc nous avons la responsabilité aujourd'hui en tant qu'Africains de montrer le chemin de la véritable humanité. Mais si vous les attendez pour ça, vous aurez tort toute votre vie. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la compréhension de la vie à la dimension de l'Africain. Quand l'Africain parle de la vie, ce n'est pas la même chose. Eux, ils voient des chiffres. Regardez comment Gaza a été bombardé. Il n'y a que les chiffres qui s'affichent. Et ils sont incapables de se lever pour dire « mais c'est horrible ». Non. Chacun fait un discours intermédiaire parce que les intérêts sont là. La vie humaine, elle n'est plus précieuse à leur égard. Des Africains qui sont tués. Quand il s'agit des autres, oui. Parce que, en fait, ce que vous ne comprenez pas, dans leur nature, ce sont des personnes apeurées. Ils vivent en eux-mêmes ce qu'on appelle la terreur identitaire. Les Occidentaux sont toujours terrorisés par les Noirs. Et ça, vous n'arrivez pas à les comprendre. C'est pour cette raison qu'ils sont obligés d'être racistes. Ils sont racistes par peur. Nous les terrorisons. Nous les terrorisons parce que nous avons quelque chose de pur, de naturel, quelque chose de non artificiel, quelque chose de véridique, quelque chose d'entêté, de têtu, de pérenne, de durable. Notre peau, la mélanine, ça constitue leur terreur. Et rien que pour ça, ils ne peuvent pas vous considérer comme des personnes humaines. Parce que c'est admettre leur propre fragilité. Ils utilisent la violence pour terroriser. Et quand un chien aboie dans une maison, qu'est-ce que vous faites? Si vous fuyez, le chien va vous courir après. Il arrive des fois qu'il faut, comme le dirait le président Tiani, lorsque le chien aboie, il faut rugir. Donc, il ne faut plus baisser les yeux. Le sens de toutes ces formules. Maintenant que tous les paradigmes ont été créés par les autres, alors que nos États utilisent ces paradigmes pour leur gouvernance, ça pose évidemment un grand problème. Est-ce que c'est pour ça que le président burkinabé prône un retour aux valeurs africaines et à une mentalité de révolution? Est-ce que ce changement, je ne vais plus vous demander si c'est nécessaire, mais est-ce que ce changement de logiciel mental est réalisable par la jeunesse africaine? Est-ce que les Africains sont prêts pour ce sacrifice? Excusez-moi de sourire parce que je pensais d'un seul coup à certaines phrases du président Ibrahim Traoré qui disait que sur les réseaux sociaux, je paraphrase, il disait que les jeunes ont été, disons, induits en erreur. Et quand vous voyez sur les réseaux sociaux les scènes ou les vidéos qui ont plus de vues, c'est là où il y a des conneries. Effectivement, quand on dit qu'une jeune fille est en train de danser, vous allez voir 1 million de vues tout de suite. Mais quand on voit un Africain en train de réfléchir sur une nouvelle forme de technologie, vous ne voyez rien. Je comprends et cela montre jusqu'à quel point la jeunesse aujourd'hui est désorientée et est perdue. La jeunesse vit dans une absence totale d'identité fondamentale. Je vais répondre à votre question. La révolution identitaire, elle est possible. Elle est indispensable, elle est incontournable. Sinon, vous et moi, mon cher Gilles, nous allons mourir. La perte de notre identité, l'identicide, le meurtre de notre identité, c'est l'extinction de notre peuple. C'est l'extinction de notre existence. C'est nous qui disparaîtrons. L'identité fondamentale d'un peuple fait partie de son principe de survie. C'est ce qui fait que dès l'instant où un peuple va s'éteindre, il y a toujours des leaders qui se soulèvent pour dire on retourne à nos valeurs fondamentales. Parce que c'est là que se trouve la réussite
de notre résurrection. Moi, je parlerai d'une résurrection identitaire. Et ça, c'est possible. Pour y arriver, les discours seuls ne suffisent pas. Comme je l'ai dit, le président, il trace la voie. Il énonce, et d'ailleurs il a dit, l'identité. Il faut retourner à notre identité. Maintenant, il revient aux personnes ressources, dont j'ai tantôt cité les noms, et d'autres personnes, et à vous, les journalistes, et à nous, et à tous ceux qui sont éveillés, de mettre en place une architecture dynamique qui va permettre aux jeunes d'exécuter cette prouesse qu'est justement la révolution identitaire. C'est totalement possible. Je vous donne une piste pour que ce ne soit pas seulement de la théorie. Il y a les concepts, d'accord? Il y a la compréhension des concepts. C'est deux choses différentes. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que l'Occident a dictionnarisé les concepts. De telle sorte que lorsque vous trouvez un concept, vous ne trouvez sa définition que selon le paradigme dans lequel eux, ils ont cela. Nous n'allons pas réinventer d'autres concepts, s'il y en a d'autres qu'on peut réinventer. Mais les concepts auxquels nous sommes déjà habitués, pourquoi s'arrêter sur des aspects définitionnels au lieu de retourner dans notre paradigme identitaire pour nous dire, voilà le concept de la démocratie. Qu'est-ce que cela signifie dans notre paradigme identitaire? Vous voyez, c'est très simple. Les clés sont là, il faut juste les utiliser. Pourquoi je dis ça? Parce que je maîtrise parfaitement, j'en ai fait l'étude avérée, le fonctionnement de l'identité fondamentale africaine. Chaque identité fondamentale fonctionne d'une manière spécifique. L'identité fondamentale africaine fonctionne d'une manière spécifique. Donc le problème n'est pas dans les concepts. Le problème est dans la compréhension des concepts. Exactement dans la compréhension des concepts, dans leur utilisation par l'esprit. Et selon l'aspect définitionnel d'un concept, notre esprit est prisonnier, mais dans un autre paradigme, notre esprit peut être libéré. C'est exactement cela. Pour être encore plus pragmatique, il y a une métaphysique des concepts, une métaphysique des mots. Pourquoi? Rappelez-vous qu'ils vous souviennent, et c'est la vérité que les Occidentaux ne peuvent pas nier. C'est nous qui leur avons enseigné l'alphabet. Il ne faut pas le nier. L'alphabet grec est issu de l'alphabet des hiéroglyphes égyptiens qui ont été modifiés. Bien. L'utilisation des mots et de leurs concepts, leur originalité, leur authenticité, à partir des sons qui sont utilisés, proviennent de l'Égypte antique et des caractères idiomatiques de l'Égypte antique. C'est pour cette raison qu'on ne trouve que le squelette des mots. On n'a pas de voyelles dans les hiéroglyphes, on n'a que des consonnes. Pourquoi les anciens Égyptiens ont fait ça? Ils ont fait cela parce que non seulement les consonnes représentent le dieu Osiris, qui est la momie, le squelette, mais surtout parce que, quels que soient les mots que vous utiliserez, à partir du moment où on peut identifier les informations, les consonnes de ces mots, on peut retourner à leur identité fondamentale. De telle sorte que les mots que vous utilisez peuvent être des pièges parce que, utilisés dans une définition donnée, lorsque la définition est brisée et qu'on renvoie cela dans une dimension paradigmatique identitaire bien précise, qui maintenant comprend cela dans sa dimension, la personne s'affranchit de l'esclavage. Pour être encore plus précis, je vous donne une lecture simple. Le cerveau africain, qui est issu de sa mélanine, il réfléchit beaucoup avec la mélanine. L'Africain a une façon de réfléchir. Une réflexion qui est issue de la conscience est un bit informationnel. Un bit informationnel, il y a 256 bits informationnels que la conscience initie. C'est ce qu'on appelle les fonctions de l'oracle. En fait, vous, quand vous réfléchissez, vous pensez que vous réfléchissez, mais en fait, vous émettez des bits d'information. Dans une séquence 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
jusqu'à, tout comme les ordinateurs. Et donc, la conscience réfléchit par bits. L'Africain a une façon de réfléchir. On appelle ça un mécanisme de réflexion. Ce mécanisme passe d'abord par quoi? Par un cerveau qu'on appelle le cerveau holistique. L'Africain saisit d'abord le tout informationnel, comprend la dimension parabolique des choses, parce que pour lui, tout commence d'abord par la dimension spirituelle, parabolique, holistique, métaphysique, symbologique, avant de revenir à une réflexion. La réflexion, c'est lorsque j'ai une pensée. Qu'est-ce qu'une pensée? C'est une idée qui est saisie par le mental. Qu'est-ce qu'une réflexion? C'est une pensée qui est pensée. La pensée de la pensée n'est une réflexion. Mais avant que l'idée ne vienne, elle était quoi? Voilà l'élément important. Pour l'Africain, c'était une image, un symbole. Donc, quand Gilles et moi, on parle de quelque chose, c'est un mot, hein, on peut utiliser un mot, n'importe quel mot, par exemple, comme un mot chez nous, en Mina, je dis tchalé, vous connaissez. Au-delà du mot, vous voyez tout un ensemble de choses qu'on ne peut pas exprimer. Bingo, pour l'Africain, un mot n'exprime pas tout. Il y a une dimension du non-exprimable de ce mot qui est la première dimension et les mots expriment mais nous renvoient à cette dimension éthologique. C'est la dimension des valeurs. Quand on te parle peu, tu comprends beaucoup. Et quand ton parent te regarde comme ça et il ne parle pas, tu sais ce qu'il veut dire. C'est pour ça que le langage... Le langage des signes. Ouais. Et quand les parents parlaient, et que... Souvent en parabole. Et en parabole. Parce que notre esprit est fait pour comprendre les paraboles. Et non pas pour réfléchir. Les gens qui sont dans la réflexion, dans les discussions, bavardent à longueur de journée, et les mêmes mots qu'ils utilisent deviennent des mots de confusion qu'ils ne comprennent plus eux-mêmes. Parce que les valeurs ont disparu. Le vrai problème de l'Occident aujourd'hui, c'est la perte des valeurs. L'Occident a perdu les valeurs que nous avions eu l'humanité et l'humanitude de leur transmettre au moment où on les a récupérés de la sauvagerie pour les éduquer à notre spiritualité, qu'ils ont transformé en loges multiples pour en donner naissance à leur civilisation. Aujourd'hui, ils sont arrivés à la limite de leur connaissance et de leur compétence en spiritualité. Les valeurs disparaissent, l'Occident se meurt. Voilà. Et l'Afrique ressuscite. On va reprendre cette discussion très enrichissante. Là, nous devons marquer une pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de New World Forum.